Moi, j'ai fait mon premier ultra en 2015 et j'en ai fait beaucoup ensuite. Mon activité m'a permis de faire beaucoup de courses. J'en faisais toujours plusieurs par an chaque année, des belles courses. Et en fait, effectivement, en tout cas pour quelqu'un comme moi, et je pense que d'autres se retrouveront là-dedans, pour aller au bout d'un projet ultra, il faut avoir une envie absolue d'aller au bout. Et si on y va avec une demi-envie, encore une fois, pour quelqu'un de mon niveau, c'est pas possible, ça marche pas. Et en fait, le fait d'en faire beaucoup, c'est comme tout, l'envie s'étiole un petit peu. Le défi n'est plus le même, on sait qu'on y arrive, on sait qu'on l'a déjà fait. J'avais perdu le sens et le plaisir un peu. Et donc, je pars dans une réflexion et je me dis qu'en fait, j'aime toujours les efforts longs, mais je crois que j'ai fait beaucoup trop d'efforts longs en ultra trail et que j'ai besoin de tester d'autres choses. Et ça coïncide vraiment avec ma redécouverte de Tilleux. Et du coup, mon envie de me lancer un défi un peu différent. Et là, l'envie était à bloc, à 100%. Ouais. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Florian Quinclair. Florian a grandi entouré des majestueux sommets, inspiré par ses parents qui pratiquaient déjà une large variété de sports de montagne. Florian a débuté sa carrière de journaliste dès l'âge de 19 ans en tant que pigiste freelance pour le journal L'Alsace. Depuis lors, il n'a cessé de poursuivre sa passion pour les sports outdoor et plus particulièrement le trail. Ces 9 dernières années ont été marquées par son implication dans le média L'Équipe au sein de la rubrique Adrénaline, dans laquelle il joue un rôle essentiel dans la production de contenu lié à la montagne et le trail, sa grande passion, vous l'aurez compris. Si vous vous intéressez à l'actualité de la discipline, ce qui ne m'étonnerait pas, vous avez déjà forcément lu un de ses articles. En marge de la vingtaine d'ultra-trails auxquels il a déjà pris part, Florian a développé une fascination pour le Tilleux, une course de légende pionnière dans le swimrun, cette discipline qui combine course à pied et natation en eau libre. Il va partager avec nous aujourd'hui son parcours de vie, son activité de journaliste sportif, son rapport au trail et bien sûr nous faire vivre sa course épique à l'occasion de cet Tilleux en 2023 en Suède. Mais je ne vous en dis pas plus. Florian va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. L'Otilo à la bouche. Salut Florian. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Et je suis ravi effectivement de participer à ce beau podcast. Je suis ravi d'échanger avec toi et chez toi, puisque tu m'accordes le plaisir de me recevoir dans ton humble demeure aujourd'hui. Tout à fait. Où il y a pas mal d'éléments sportifs déjà. Quand on arrive, on sait à peu près où on met les pieds. Ouais, je suis pas un grand matérialiste, mais je suis j'ai des petits côtés un peu obsessionnels et genre quand je sors d'une petite aventure, j'aime bien avoir des objets qui me rappellent ce que j'ai vécu dans cette aventure-là. Donc effectivement, et puis à mesure que les années passent, les objets s'empilent et puis maintenant je vis seul, donc il n'y a plus personne pour me contrôler sur le nombre d'objets qu'il y a dans mon salon. Donc voilà. No limite. Florian, alors je vais probablement t'appeler Flo par abus de langage à plein de moments puisqu'on se connaît un petit peu, on a passé pas mal de temps ensemble sur un certain nombre de courses en tant que média, mais aussi dans la peau de simple coureur. Donc voilà, il y aura peut-être un petit flow au débeauté qui sortira de ma bouche. On enregistre cet épisode le 24 avril, et je suis sûr que tu le savais, mais il y a 19 ans, jour pour jour, naissait en Corée du Sud Snoopy, le premier chien conçu par clonage. Ma question pour toi, Flo, pour démarrer, quelle partie du corps de quel athlète tu aimerais cloner pour te le faire greffer ? Effectivement, c'est une question intéressante. Peut-être les quadris de Thibaut Barognan, potentiellement. Où je prendrais bien le cœur de Kylian Jornet en fait, dans l'absolu. Ouais. Pas mal. Merci Flo, ça pose les bases déjà. Absolument. On va parler aujourd'hui de ta participation à l'Tilleux en Suède. C'est une course de légende qui est pionnière dans tous les swimruns et qui combine course à pied et nage en eau libre et glacée, par ailleurs en tout cas fraîche, bigrement fraîche. Ça dépend des années, mais on va dire au moins fraîche, ouais. Flo, pour commencer, la question d'ouverture du podcast traditionnel, te présenter, mais tu ne peux pas parler de sport à ce stade. Qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs de toi ? Je peux dire que quand même que je travaille dans le milieu du sport, c'est aussi la raison de ma présence à ce micro, que je suis quelqu'un d'assez passionné, qui fonctionne à l'envie. Si j'ai envie de faire quelque chose, en général, je peux assez loin dans le processus. En revanche, si j'ai pas envie, alors là, c'est un petit peu difficile. Donc, tu es un grand passionné, tu t'es impulsif, tu as les coups de tête, c'est le cœur qui parle beaucoup.
Ouais, complètement. C'est ça qui va driver ce que j'ai envie de faire ou de ne pas faire. Et je l'ai accepté complètement aujourd'hui. Donc j'essaye au contraire d'enlever le bruit extérieur et de garder finalement cette envie. Et des fois faire des choses du coup qui sont un petit peu plus, qui demandent un peu plus de courage. Ouais. Des infos sur ton âge, ton lieu de résidence peut-être? Ouais, pardon. Non, mais donc j'ai 37 ans. Je vis dans le 11e arrondissement de Paris. Je suis pas un Parisien. C'est le travail qui m'amène ici. Et puis qui sait, un jour je retournerai peut-être plus proche des montagnes où j'ai pas mal vécu. J'ai passé pas mal de temps à Chamonix, ce qui est quand même toujours plus pratique quand on a une passion montagnarde que le centre-ville de Paris, quoi. Transition toute trouvée, donc ton enfance elle a été marquée par les montagnes, puis un goût du sport qui a été assez marqué très vite, en tout cas un appel de l'extérieur qui a été très vite très présent. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelle place tout cet environnement a joué dans ta vie, et puis on voit l'influence que ça a pu avoir ensuite sur tes grands choix de vie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? C'était plaisir d'enfant, c'était quoi? Moi, j'ai grandi dans un petit village d'Alsace avec un père passionné de montagne, de manière amateur, mais malgré tout passionné, qui nous a plongé dans cet environnement très tôt par la randonnée et par le ski. J'ai 3 frères et sœurs et mes parents étaient profs dans l'éducation nationale. Et malgré tout, on partait 2 fois par an au ski tous les hivers. Donc voilà, ils se saignaient pour qu'on puisse vivre ça. Ça n'a pas été un amour absolu tout de suite. Ça a été quelque chose qui a fait partie de ma vie. Et pour que ça devienne vraiment une passion, il a fallu que je me la réapproprie. J'ai fait d'autres sports avant ça. Et je dirais que c'est vraiment devenu ma passion à moi aussi, en école de journalisme, puisque c'est la carrière que j'ai voulu et que j'ai réussi à avoir. Donc autour de la vingtaine, un peu plus. Et ça a commencé par l'alpinisme d'ailleurs, ma première passion montagnarde. Mais pour revenir à ta question, grandir dans un petit village d'Alsace dans les années 90, c'était assez formidable. On avait une liberté absolue. On se promenait en vélo dans le village, on allait faire des cabanes en forêt, passer beaucoup de temps dehors. Et j'imagine que ça a joué un rôle aussi dans mes passions d'adulte. Ouais. La course à pied, elle a trouvé une place assez tôt aussi dans ta vie, l'athlétisme? Ouais, exactement. Mon père était athlète également amateur, spécialiste de 400 mètres. Et effectivement, assez tôt, enfant, j'étais dans un club d'athlétisme, quelque chose que j'ai lâché par la suite. Mais au moment de me remettre vraiment dans le sport, il y a eu une petite pause, on va dire, après le bac, en master. Lorsque j'ai voulu vraiment me remettre au sport, c'est vers la course à pied que je me suis assez naturellement tourné, parce que c'est facile, parce que j'habitais à Marseille à l'époque, et parce que je suis aussi quelqu'un qui a besoin d'avoir un rêve devant lui, quelque chose qui l'anime, pour me lancer dans quelque chose, comme je l'ai dit. Et la course à pied, il y avait un semi-marathon à Marseille, et c'était un objectif à l'époque, ça me paraissait interminable de courir 20 km d'affilée. Pour autant, voilà, donc c'est ça c'était la course à pied et la natation aussi un peu. Et voilà, c'est 2 choses, ces 2 composantes d'ailleurs qui vont faire partie des discussions de la suite. Mais il s'avère que c'est vraiment par ça que j'ai entamé mon petit parcours amateur dans l'endurance, ouais. Est-ce que tu étais très concerné par le sport de manière plus générale, à suivre l'actualité, les compètes? Est-ce que tu as des souvenirs mémorables d'exploits sportifs ou des événements qui ont pu te marquer quand tu étais plus jeune? Ouais, alors, encore une fois, c'est en référence à mon père. Mon père, au-delà d'être un sportif du quotidien, c'est aussi un passionné de l'actualité sportive, notamment passionné par les Jeux Olympiques et l'environnement olympique, et même, je dirais presque la marque olympique. Ouais, les Jeux, c'était quelque chose d'assez sacré chez nous. Et je me souviens j'étais à Barcelone en 92 déjà, tout enfant, avec mon père. Le souvenir, je n'ai peu de souvenirs, j'avais 6 ans. Mais je me souviens par contre des Jeux de 96 d'Atlanta où j'étais un enfant et j'ai un peu plus de souvenirs, qu'on a regardé de loin, mais où la dernière médaille de Carl Lewis, toutes ces choses-là, ouais, ça m'a vraiment marqué. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je suis évidemment l'actualité sportive de mon milieu parce que c'est mon métier. Mais je ne suis pas un passionné du suivi sportif. Je n'ai pas une culture sportive énorme. Je ne m'intéresse pas au foot, par exemple. Je suis plutôt quelqu'un qui pratique énormément et je suis ce que je dois suivre pour être au fait pour mon travail, mais pas beaucoup plus. Ma passion s'arrête quand même souvent une fois que je suis rentré chez moi. Comment est-ce que tu te rêvais plus jeune? C'était quoi ton rêve? Est-ce qu'il était déjà autour du sport et éventuellement envisageait une pratique à haut niveau? Est-ce que le journalisme, l'écriture était déjà très présent? C'était plutôt ça ta clé d'entrée? Ou est-ce que tu voulais être pompier ou astronaute comme pas mal de tes copains de classe, j'imagine? Alors, l'histoire est un peu pompeuse, mais c'est la vérité. Aussi loin que je m'en souvienne, je voulais être journaliste. Et je voulais être journaliste à cause de Tintin. J'avais des Tintins dans ma chambre. Ce qui me faisait rêver, alors oui, l'écriture, elle est venue rapidement. J'ai beaucoup lu quand j'étais enfant. Mais ce qui me faisait rêver, c'est le côté aventure en fait de ce personnage qui traversait le monde. Alors,
C'était bizarre, on savait même pas trop qu'il était journaliste parce qu'il poursuivait des méchants, mais finalement il est journaliste, Tintin. Et bref, et c'est ce fantasme-là qui m'a vraiment porté. Et je dois dire qu'il y a eu c'est venu tard en fait que je fasse le rapprochement avec ce que finalement j'ai pu faire moi dans ma vie, dans ma carrière professionnelle. Mais dans un marathon des sables, dans mon premier marathon des sables, d'un seul coup, dans un moment un peu difficile dans les dunes, je me suis vu Tintin et Capitaine Haddock perdu dans les dunes et je me suis dit que quelque part il y avait quelque chose de... Et les Dupont avec les barbes là qui se rallongent multicolores et tout ça. Ceux-là, je les ai pas vus. T'étais pas dans ce niveau-là de détresse. Non, quand même pas, heureusement. Mais voilà, en gros, je me suis dit que j'avais un peu accompli mon rêve d'enfant, d'une certaine manière, et j'étais assez, à ce moment-là, assez fier de ce truc-là, ouais. Est-ce que tu pensais qu'il y aurait du sport comme dominante ou est-ce que tu aurais pu être journaliste dans d'autres sociétés, cultures Alors, c'est tout naturellement venu par le sport parce que j'ai commencé à écrire très tôt, moi, dans les médias à 17 ans, dans la PQR, parce qu'on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire et c'est effectivement comme ça qu'il faut faire pour faire ce métier. En tout cas, s'il y a un conseil à donner, c'est bien celui-là, il faut commencer très tôt. PQR, c'est la presse quotidienne régionale. Pardon, oui, la presse quotidienne régionale. Et c'est par le sport, parce qu'à l'époque, je faisais du basket à un bon niveau, et c'est par là, du coup, que je suis rentré dans ce milieu-là. Mais ensuite, par la suite, non, j'ai travaillé plus d'ailleurs sur des questions politiques quand j'étais pendant mes études, et j'étais très intéressé par l'actualité politique quand j'étais étudiant, et je me voyais plus dans ce secteur-là. Encore une fois, le sport, j'adore, mais j'adore surtout le pratiquer. Et puis, il s'avère que la passion de la montagne s'est ajoutée à tout ça, plus une vie montagnarde ensuite à Chamonix. Et tout ça a fait un espèce de cocktail qui ont donné lieu finalement à ce qui est vraiment mon occupation aujourd'hui, quoi. Est-ce que l'équipe pour laquelle tu travailles aujourd'hui en guise de journaliste freelance, c'était un rêve déjà en soi, un rêve de longue date, ou ça s'est bien goupillé pour que tu arrives là-bas et ça te va très bien, ou est-ce que ça aurait été un accomplissement merveilleux qu'on puisse te dire que plus tard, quand tu serais grand, tu bosserais là-bas ? J'ai le souvenir de mon père qui achetait l'équipe pendant les championnats du monde d'athlétisme ou pendant les Jeux tous les jours. Pour moi, honnêtement, c'était pas quelque chose d'accessible d'écrire pour l'équipe. Quand en école de journalisme, d'autres étudiants disaient que leur objectif de carrière c'était de travailler pour l'équipe, moi je rigolais parce que je me disais qu'ils n'avaient pas du tout la réalité en face des yeux et que c'était pas possible presque. Et en fait, quand l'opportunité s'est présentée, parce qu'il y a eu une opportunité évidemment que j'ai saisie, j'y croyais pas trop, et puis à l'époque, c'était pas vraiment l'équipe, c'était la rubrique Adrénaline qui était un peu en dehors de l'équipe à l'époque, qui avait un site à part, mais c'était la rédaction de l'équipe. Et toi, tu étais en charge de toute la partie montagne, au sens plus large, ça a commencé, le trail. Ça a commencé par l'escalade, puis derrière, j'ai eu de plus en plus de missions, toujours en freelance, et effectivement, c'est devenu la montagne, l'endurance en montagne, et puis la montagne, on va dire, technique au sens large, donc l'alpinisme, le ski-alpinisme, tous ces sports un petit peu obscurs pour la rédaction de l'équipe, disons les choses clairement. Et voilà, j'ai fait ça vraiment... Parce que pas assez bankable ? Parce que trop niche, trop niche. Un média, ça fonctionne, on le sait, par les recettes publicitaires. Pour qu'il y ait des recettes publicitaires, il faut des annonceurs. Pour qu'il y ait des annonceurs, il faut qu'il y ait des clics. Et pour qu'il y ait des clics, il faut qu'il y ait des sujets qui génèrent des clics. Et à l'échelle de l'équipe, oui, l'alpinisme, le ski-alpinisme, ça génère moins de clics. Mais l'équipe se veut être un média généraliste sportif et traiter l'intégralité des disciplines. Donc, ils se sont vraiment ouverts au sport de montagne. Ce qui a beaucoup propulsé quand même la chose, ça a été le développement à marche forcée du trail et qui s'est trouvé une audience finalement qui consulte vraiment ces contenus-là. Est-ce que Kylian, il a eu un rôle tout particulier, Kylian Jornet, dans ça, dans cette démocratisation et dans cet emballement qu'on a pu découvrir autour du trail, en tout cas dans l'intérêt du grand public, qui est rentré par lui finalement dans le trail ? Absolument. Alors déjà, c'est grâce à ça que j'ai connu le trail aussi. C'est grâce à Kylian et à l'UTMB. Pour moi, il y a 3 marques qui ont fait qui ont propulsé le trail. C'est effectivement Kylian Jornet, athlète qu'on ne présentera pas. L'UTMB qui a quand même amené beaucoup de choses derrière lui. Et puis, mine de rien, je pense que Salomon a joué un rôle aussi dans ce qu'est devenu le trail aujourd'hui, en développant des produits vraiment qui ont un peu changé le game, entre guillemets. Mais Kylian complètement, et c'est un athlète global, c'est plus seulement un trailer, c'est un athlète qui a dépassé l'univers de son sport par ses réalisations sportives et par ses réalisations en montagne, notamment sur l'Everest il y a quelques années. Et finalement, dans l'outdoor, il n'y en a pas tant que ça des athlètes globaux. C'est quoi toi Flo, le type d'événement ou d'histoire que tu prends le plus de plaisir à suivre à titre personnel dans le cadre de tes missions journalistiques, mais toi, ton cœur il bat un peu plus fort, dans quel contexte ?
Il y a différentes choses, mais j'adore par exemple me déplacer. Je sais que c'est pas tellement dans l'air du temps, mais j'adore aller découvrir des nouveaux endroits et à travers ma pratique, c'est encore mieux. Donc j'adore ça. Ça me transporte, c'est des rêves d'enfant qui s'expriment. Mais je dirais que ce qui m'a apporté le plus de satisfaction et où j'ai eu l'impression de faire le meilleur travail, c'est les entretiens. C'est avoir la chance de passer des heures avec des athlètes d'exception. J'ai eu vraiment cette chance-là. J'ai différents moments en tête, mais une interview de Kylian Jornet dans un refuge au Népal où il n'avait rien d'autre à faire du coup ce soir-là que de me parler et où il a pris toute la soirée pour discuter. Et des moments comme ça, ouais, c'est fascinant quand on est passionné, quand on aime son sport et quand moi j'ai une admiration sans limite pour connaître un peu le quotidien de ces athlètes et comprendre et les avoir suivis dans leurs courses. Je crois que je réalise à quel point c'est lunaire en fait ce qui se passe quand on est en tête de course. Tu as gardé ta capacité d'émerveillement. Je t'interromps, mais malgré tout ce que tu as pu vivre, ces expériences, est-ce que quand tu es en ce moment-là avec Kylian, tu dis que tu es en train de vivre un truc qui va marquer ta vie et que tu raconteras probablement, au-delà de le raconter à moi et à nos auditeurs, mais à peut-être tes enfants, tes petits-enfants, enfin voilà, est-ce que tu te lasses pas de toutes ces opportunités puisque tu cours le monde, t'aimes pour le travail, tu as plein d'opportunités d'aller suivre plein de choses qui sont en soi toutes exceptionnelles pour un passionné comme toi. Est-ce que ta fraîcheur et ta conscience de vivre l'exceptionnel est toujours là ? Ouais, complètement. Mais de toute façon, moi, comme j'en reviendrai à ça, si je rêve plus, j'arrive pas à faire. Donc, clairement, je rêve encore et j'ai interviewé François après sa Diagonale des Foules à La Réunion l'année dernière. Il avait vécu un moment complexe et c'était une interview que j'imaginais rapide parce qu'il n'avait pas que ça à faire, etc. Au final, on a pu prendre un peu le temps. On s'est planqué derrière le stade de la Redoute parce qu'il se faisait assaillir par le public. Et il a dit des choses super intéressantes et je me suis dit que c'était assez formidable en fait d'avoir la chance de discuter avec des personnages comme ça dans ce cadre-là après un événement comme ça. Et clairement oui, ça m'émerveille encore. Et le jour où ça arrêtera de m'émerveiller, je pense vraiment que cette partie-là je la ferai plus parce que les sacrifices il y en a quand même et le jeu n'en vaudrait plus la chandelle si ça m'émerveillait pas. Est-ce que tu trouves que la course à pied, notamment le trail et l'ultra-trail, c'est un terreau qui est particulièrement fertile pour des belles histoires ou des choses exceptionnelles à partager ? Ah oui, alors là, complètement. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la médiatisation de la discipline est née. C'est que c'est des histoires un peu folles. La narration, elle est évidente. C'est des épreuves qui paraissent quasiment impossibles. Et en fait, il y a quelques milliers de personnes qui, chaque année, viennent au bout de ces courses immenses où les chiffres font peur, où comment on dort et comment vous dormez quand vous courez 30 heures. Enfin, toutes ces questions, elles génèrent beaucoup de fantasmes et donc, bien sûr, c'est un terreau infini. Et puis, effectivement, quand on passe 30 heures, 40 heures sur les sentiers, et même pas que 40 heures, je dis ça parce que je pense ultra-trail, mais quand on passe 6 heures, 7 heures sur les sentiers, on passe par plein de choses. On vit quelque chose d'intérieur très fort, on passe par des émotions parfois même indescriptibles, mais qu'on peut essayer de décrire, et c'est tout d'ailleurs... tout ce qui peut nous occuper, nous, dans notre métier. Et clairement, ça donne lieu à des histoires complètement folles. Parce que, quand on va très bas ou quand on va très haut dans les émotions, à l'inverse, voilà, la tendance inverse, il y a des histoires formidables. Moi, j'en ai des dizaines qui me reviennent en tête, là, rien qu'en y pensant. Donc, clairement. Tu t'attaches aussi aux destinées de coureurs, peut-être de milieu et de fin de peloton. Est-ce que tu arrives aussi à vivre les mêmes émotions ? J'imagine que par la force des choses, peut-être pour l'équipe ou les sujets que tu es amené à traiter, tu as peut-être cet angle souvent un peu plus élite ou ce qui se passe devant. Est-ce que toi aussi, tu t'es pris aux tripes ? Peut-être ça rejoint aussi toi, ton activité de coureur qui est plutôt de ce niveau-là, milieu de peloton. En tout cas, c'est un peu tes histoires aussi. Est-ce que tu as beaucoup d'empathie et de fascination pour ces gens-là aussi qui passent des dizaines d'heures ou quelques heures, mais beaucoup plus que les autres sur les sentiers, enfin en tout cas beaucoup plus que la tête de course. Ouais, bien sûr. Alors moi j'ai quand même eu une chance, effectivement l'équipe c'est un média purement sportif qui fait des portraits d'athlètes et qui donne du résultat sportif, s'il fallait schématiser. Ils se sont ouverts et ils continuent de s'ouvrir à d'autres formats, et moi j'ai quand même eu la chance, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à écrire sur du trail, d'avoir la possibilité de raconter mes courses. Donc j'ai pas mal finalement quand même à travers les années écrit sur mes propres courses, et essayer de transmettre effectivement ces émotions de monsieur tout le monde qui se prépare et qui essaye de faire un ultra ou une autre course d'endurance extrême. Bien sûr, on sait très bien ce que c'est que de préparer ce genre d'épreuve, on sait le nombre d'heures nécessaires à y arriver, on sait que ça génère beaucoup d'émotions, on les voit dans les pelotons, les gens pleurer, de joie, de mal, voir un adulte pleurer, de toute façon ça laisse rarement
de marbre, quoi. Et en fait, on voit pas souvent ça dans la vie, mais on le voit sur des ultras et on le voit beaucoup. Donc bien sûr que ces histoires-là sont intéressantes. Ces histoires-là, elles se racontent. Et moi, j'ai par exemple, à titre très personnel, une fascination pour ceux qui arrivent, finissent l'UTMB en moins de 20 heures, en moins de 21 heures sont fascinants. Mais ceux qui arrivent 4 heures, 3-4 heures plus tard, quand toute la foule a quitté, il y a toujours un peu de monde, mais quand la plupart quand même de la foule a quitté le centre-ville de Chamonix, ces gens qui arrivent à la tombée de la nuit là, et qui sont des athlètes de très très bon niveau, qui font des sacrifices immenses pour arriver à finir boucler un UTMB en moins de 25 heures, ceux-là je les trouve remarquablement fascinants. Ils sont pas loin d'être les tout meilleurs, mais ils le sont pas. Pour autant, c'est incroyable de finir un UTMB en moins de 25 heures. C'est fou. Je vais faire le lien avec toi, ta pratique, que tu as commencé à nous expliquer juste là. Ton aspiration à l'ultra, ça a été très vite une évidence et un objectif que tu t'es fixé, ou est-ce que tu as vraiment été dans une logique de progressivité, d'explorer un peu les distances, les formats au fur et à mesure et te dire que ça passait, que tu pouvais ambitionner d'aller chercher plus haut, plus loin, plus longtemps? J'aimerais te dire que j'ai fait ça de façon très raisonnable et que je suis monté les étapes petit à petit quand on me pose, parce que moi ça fait quand même 10 ans maintenant que je fais des courses comme ça, quand on me pose la question de comment faut faire, faut pas faire comme je pense moi j'ai fait. Moi je fonctionne un peu au rêve et au fantasme, donc j'ai découvert le trail pendant une course d'alpinisme, parce que je parlais à quelqu'un dans les Andes qui avait fait l'UTMB et j'ai été d'un seul coup obsédé par l'UTMB. Donc moi mon envie ça a été de faire l'UTMB ou en tout cas une course de l'UTMB. Et en gros, j'ai commencé le trail vraiment sérieusement en 2013. Et en 2015, j'ai fait la TDS. Donc, moi, clairement, j'ai fantasmé ultra. J'ai pensé ultra tout de suite et je voulais vraiment faire un ultra. C'était ça qui m'habitait. Aujourd'hui, je pense différemment, très clairement. Et je pense qu'on peut vivre des aventures merveilleuses et magnifiques en faisant 30, 40 ou 50 km. Ça fait déjà une super journée en montagne. On n'a pas besoin de passer 30 heures dehors. Mais clairement, à l'époque, c'était l'ultra qui me faisait rêver. Ouais. C'est quoi ton rapport à la compétition, à la performance? Est-ce que c'est une clé d'entrée dans ta pratique? Est-ce que c'est secondaire? Comment tu le placerais? Moi, j'ai été compétiteur, hein, j'ai fait du basket beaucoup, mais aujourd'hui, c'est plus un critère, quasiment. Donc ça l'a été? Quand je dis aujourd'hui, c'est depuis que je me suis mis au trail et à l'ultra, ça l'a jamais vraiment été. Je trouve, en tout cas à mon niveau, à mon tout petit niveau, finir un ultra, c'est déjà une forme de performance en soi. De toute façon, la performance, elle est toute relative. Moi, je regarde pas, par exemple, les résultats de course. Je sais pas combien je suis, et honnêtement, ça ne m'intéresse vraiment pas. En revanche, je peux me donner un petit objectif de temps, par exemple, me connaissant un peu mon niveau. Voilà, donc c'est en ça, la performance, elle est toute relative. C'est la progression plus qui va m'intéresser et la capacité à ce que les années passent et à être toujours capable finalement de me lancer ce type de défi. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas d'être bon dans une discipline, c'est plutôt d'être capable, de manière pas trop ridicule, de finir des courses dans différentes disciplines de l'endurance. J'aime pouvoir nager longtemps, j'aime pouvoir faire du vélo longtemps, j'aime pouvoir faire du ski alpinisme longtemps, du ski de fond. Et c'est vraiment ça qui va me motiver plus qu'autre chose. Est-ce que tu peux être assez philosophe si ça ne se passe pas exactement comme tu l'as imaginé, l'objectif de temps que tu t'es défini, tu n'arrives pas à l'atteindre? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas te traîner pendant longtemps ou tu passes très vite à l'objectif d'après? C'est une bonne question parce que j'ai fait un marathon dimanche que j'ai pas fait le temps que j'espérais. Donc je suis dans ce processus en ce moment même. Non, en fait, c'est assez étonnant, mais je me raconte un peu une histoire dans ma tête. Et l'histoire que je m'étais racontée avant ce marathon, c'était d'arriver à faire un temps précis parce que je pensais en être capable. J'ai pas réussi, j'ai mal géré. Et en fait, je me raconte juste une autre histoire. Il faut que je prenne le temps de la construire. Et une fois que l'histoire change et que je suis aligné avec, ça me va très bien. Donc non, ce que je peux ruminer un peu, c'est les abandons. J'en ai eu quelques-uns. Je n'ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu quelques-uns. Surtout quand c'est des abandons qui sont liés à pas une blessure ou à quelque chose qui est inévitable, qui sont liés finalement qui sont choisis et pas subis. Exactement. Les abandons que j'ai choisis, je les ai toujours regrettés en réalité. Que j'ai choisis par presque confort, on va dire. Ceux-là, je les ai regrettés. Comment est-ce que tu construis tes saisons? De ce que j'entends et j'entrevois, j'imagine qu'il y a une part pour pas mal d'impulsivité. Est-ce que malgré tout, tu cadres quand même avec une espèce de chronologie ou un peu des temps forts de ton année à venir? Ou est-ce que tu te laisses la place à l'improvisation et au coup de cœur? Et on a compris que c'était ça aussi ton moteur. Non, je suis assez déconstruit. Moi, j'aime bien qu'il y ait des épreuves tout au long de l'année. Donc, j'en ai quasiment tout le long de l'année. Donc... C'est plutôt en fonction des saisons. En hiver, je vais essayer en général de trouver une course de ski alpinisme ou de ski de fond qui peut me motiver. Après, de trouver un trail peut-être qui commence tôt dans la saison. Je vais plutôt construire ma saison comme ça en ayant toujours plutôt l'envie de faire au moins un swimrun, au moins un triathlon, au moins
un ultra ou une course en étape, au moins un trail de 50 km. C'est plutôt comme ça que je vais construire la chose. Et après, c'est une partie de mon métier en fait de faire ça. Donc les courses que je choisis, en général, il y a une opportunité professionnelle derrière. Et ça cadre aussi un petit peu, mine de rien, la chose. Je ne fais pas non plus exactement ce que je veux. Par contre, du moment où j'ai choisi une course et où je décide d'y aller, je le fais dans des conditions quand même relativement avantageuses. Donc voilà, donc c'est plutôt toutes ces choses. Et ensuite, mon corps, il suit comme il peut, on va dire. Et voilà, j'ai essayé de changer 1000 fois, je n'en suis pas capable, donc c'est comme ça. Est-ce que tu essaies autant que possible d'aller découvrir des courses que tu connais pas, ou est-ce que tu aimes bien aussi rentrer dans des petits chaussons et revenir sur des courses de cœur? Il y a exactement, c'est bien résumé, il y a les deux finalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne vois pas ne pas aller à l'UTMB, ne serait-ce que pour travailler. Ça me paraît impossible, et c'est pas arrivé en 10 ans. J'ai du mal à ne pas aller à Eutileux, justement, je vais probablement pas y aller cette année, même en tant que journaliste, et ça me pèse. J'aime beaucoup aller à La Réunion pour la Diagonale des Fous. Enfin, ça, c'est vraiment un truc qui compte pour moi, et renoncer à ça, c'est difficile. En revanche, quand il s'agit de courir, je crois que je préfère découvrir des nouvelles destinations. Ouais, je crois que je préfère quand même découvrir des nouvelles choses. On a cette chance quand même, et j'aime bien la saisir. Ouais. Merci beaucoup pour cette intro. On va passer maintenant à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi pour continuer à bien te connaître en faisant un petit pas de côté. La première d'entre elles, la chose la plus courageuse que tu aies jamais faite. Pas forcément sur une course. Ça, c'est une question assez marrante. Difficile d'auto-apprécier son courage quand même. Ouais, et évident. Puis en fait, je sais pas si je suis courageux en réalité. Non, je pense que dans la vie, mais c'est une des anecdotes que je garderai pour moi. J'ai pu faire des choses qu'on peut qualifier de courageuses. Je dirais qu'en fait, pour revenir quand même au sujet qui nous occupe, que j'ai plutôt fait preuve de témérité dans ma vie que de courage. Et justement, en alpinisme, ça peut demander des fois du courage parce que c'est dangereux, l'alpinisme quand même. Et lorsque j'ai été dans des situations dangereuses, je me suis pas dit une fois que j'en suis sorti, waouh, c'était dingue, vivement la prochaine fois que je me confronte à ça. Je me suis plutôt dit, plus jamais je me mets dans ces situations-là. Par contre, là, oui, la témérité, je crois que c'est une de mes... J'ai pas énormément de qualité pour réaliser les courses que j'ai réalisées, mais par contre, je suis assez téméraire et je peux aller très loin dans le dur et dans le mal et accepter beaucoup de choses pour assouvir ma passion, ouais. Tu nous l'as dit en introduction de podcast, tu n'es pas très attaché aux choses matérielles. Est-ce que malgré tout, tu as un bien particulièrement précieux à tes yeux? Ouais, j'ai pas un objet que j'ai traîné tout au long de ma vie, par exemple. C'est pas comme ça que je raisonne. En revanche, si par exemple, je suis pas superstitieux, mais j'ai un t-shirt de course. Il est horrible maintenant, il est déchiré, il sent très mauvais. Et je le récupérerai jamais correctement et il n'existe plus dans le commerce. Mais du coup, j'arrive pas à ne pas le mettre et à à le jeter. Donc, je suis très attaché à ce t-shirt de course. Que tu portes dans quelles circonstances? Que je porte sur dans les courses qui demandent, qui sont longues en général, parce que je sais qu'il est parfait et je sais qu'il ne me fera aucune irritation et qui va très bien avec mon body type entre guillemets. Et donc ouais, ce t-shirt de course, j'ai du mal à m'en séparer. Il faudrait que je m'en sépare, mais j'arrive pas. 3e question du questionnaire de Proust pour toi, Florian. Le livre qui a le plus grand impact sur ta vie? Alors, c'est une bonne question. Parce qu'il y en a Il y en a plein, en fait, évidemment, qui ont eu de l'impact. Un livre que j'oublierai jamais et qui me fait souvent résonner, et c'est assez étonnant parce que c'est un livre il est pas sinistre, mais c'est une thématique très lourde. C'est Si c'est un homme de Primo Levi. C'est un livre je l'ai lu très tôt et je l'ai relu plusieurs fois depuis, qui m'a pas mal retourné quand j'étais plus jeune. C'est un livre qui parle de l'univers concentrationnaire et c'est Primo Levi qui raconte son expérience dans les camps à Auschwitz en tant que juif déporté. Et il est fascinant ce livre parce que évidemment il décrit le quotidien de cet univers terrible, mais aussi il s'attache un peu à ses acteurs et il va vraiment essayer de comprendre l'homme à travers finalement ces situations complètement extrêmes. Et il y a une anecdote, il y a quelque chose qu'il raconte dont je pense souvent quand je cours. C'est bizarre de faire ce rapprochement, mais malgré tout je le fais. Il explique par exemple qu'en hiver ils sont complètement obsédés par le froid et ils ressentent que le froid et c'est une douleur qui occupe tout leur esprit. Et ils pensent qu'à l'été en se disant vivement cet été on aura plus froid. Sauf qu'en été ils vont pas mieux en fait. En été ils ont faim. Et ils ont aussi faim en hiver, mais ils ont tellement froid qu'ils pensent pas à la faim. Et des fois, dans les moments qui sont très durs dans les ultras, on se dit vivement que j'ai plus mal aux jambes, ou vivement que j'ai plus ci, ou vivement qu'il y ait le ravitaillement, que je puisse manger ça, ou que je puisse changer de t-shirt parce que j'ai froid. Et au final, alors c'est encore une fois le rapprochement est bizarre, je l'entends, mais
Et je crois que dans un ultra, il faut accepter à un moment donné d'avoir mal. Ça fait partie de l'aventure. On n'a pas besoin d'aimer ça, mais ça fait partie du projet. Et il faut juste l'accepter et embrasser cet état et se dire qu'on est là aussi, en sachant que ce sera une composante de ce qu'on vit, quoi. Merci beaucoup, Flo. Ça donne envie. Je l'ai pas lu, mais il faut que je me le procure. Absolument. Ça donne très envie. Merci pour cette présentation. On va passer maintenant à la présentation de ta course épique, le Tilleux. Donc ça s'écrit Otilo, mais ça se prononce Tilleux. Oui. Dis-le pour toi, tu le dis mieux que moi. Tilleux, ouais. Les Suédois le disent encore un peu différemment. Ils mangent le haut. Et ça veut dire d'île en île en suédois. Le haut veut dire île avec les petits traits, les petits points au-dessus. N'hésite pas à me corriger, donc tu es expert en la matière. Le Tilleux, c'est donc les championnats du monde de swimrun. Le concept est né en 2002 en Suède, à la suite d'une soirée bien arrosée entre amis. Ce soir-là, après quelques bières, un défi lancé rallie Sandam à Utö, voilà, en plein cœur de l'archipel de Stockholm par des moyens uniquement naturels. La dernière équipe arrivée paiera à l'hôtel et le dîner aux autres. Seule consigne, passer par 3 restaurants avec obligation pour la dernière équipe de régler l'addition. À l'aide de cartes et d'une boussole, ils sont 4 à avancer à travers des îles et à traverser à la nage les bras de mer qui les séparent. En 29 heures, l'improbable défi est réussi et Otilo était né. Le Tilleux est connu pour être une épreuve sportive redoutable avec 70 km à parcourir entre les rochers glissants des îles de l'archipel de Stockholm et les remous de la mer Baltique, découpés en 24 sections de course à pied pour un total de 61 km et 23 sections de natation en eau libre pour un total de 9 km. Total, 70, absolument. On y est. Courir sur des rochers glissants, plonger dans la mer Baltique et son eau entre 12 et 15 degrés, chaussures de running aux pieds pour ne pas perdre de temps dans les 46 transitions de la journée, s'extraire de l'eau en s'agrippant aux rochers, puis enchaîner les sections trail, toujours vêtues de la combi, un challenge d'envergure apparemment, au fil des 24 îles que compte la course. La distance la plus longue à couvrir en natation est de 1750 mètres et de 17 km 650 en course à pied, je suis très précis. L'édition 2023 à laquelle tu as pris part, en tout cas tu as pris part à plusieurs Tilleux, tu vas avoir l'occasion de nous en parler, mais en tout cas la grande finale dans sa version King Size, c'était en septembre 2023. Elle a été remportée pour la 2e fois consécutive par le français Hugo Tormento, que j'ai eu l'immense plaisir de recevoir dans l'épisode 95 de ce podcast, Baltic Instinct. Je suis assez fier de ce titre. Voilà, je salue Hugo, qui sait combien je l'apprécie, et puis donc son coéquipier suédois Max Anderson, puisque le Tilleux, c'est par équipe de 2. 160 équipes étaient présentes au départ, dont la tienne, Florian, une épreuve qui dure 14 heures pour les équipes les moins rapides. Vous l'aurez compris, le programme de cette réjouissance suédoise s'annonce incontestablement épique. Tu connais le podcast, Flo, on va passer maintenant à la question qui pique. Après la présentation de la course, c'est le moment. J'avais interrogé à l'époque Hugo sur le jeu de société Othello. Pour toi, ça va être un peu différent. Ça va être la pièce de théâtre de Shakespeare, Othello. Waouh. Voilà. Qui ne tire pas son nom du jeu, je crois que c'est peut-être l'inverse, a priori, plutôt. Question numéro 1, donc vrai, faux. Ça va, une chance sur 2. Ok. Ça va se jouer. Ça va pas être glorieux. Il y a une question déconne sur les 3 qui est, je pense, acquise. La plupart des historiens s'accordent à dire que Margaret Hughes fut la première femme de l'histoire à jouer sur la scène d'un théâtre, en l'occurrence dans le rôle de Desdemone dans la pièce La tragédie d'Othello. Vrai ou pas vrai? C'est la première femme sur scène de l'histoire, c'était pour Othello. J'en ai pas une grande idée, mais j'ai envie de te dire oui, rien que pour le panache. Absolument. Voilà, ça c'est de la témérité aussi, d'une autre façon. C'était une représentation qui a été donnée pour la Compagnie du Roi. Et ça a eu lieu sur un cours de tennis qui a été converti en théâtre pour l'occasion. C'était à Londres, dans les années 1600. Cette pièce a donné lieu à une adaptation au cinéma par Orson Welles, qui a été récompensé à Cannes par la Palme d'Or. Othello est considéré comme un film apatride, du fait de son financement et de son équipe internationale, et que le tournage a eu lieu dans plusieurs pays différents. Vrai ou pas vrai, Othello? Un film apatride, une Palme d'Or sans pays. J'ai envie de te dire vrai encore, mais j'en ai pas une grande idée non plus. Bravo. Eh ben dis donc. Bravo. Le film est considéré comme apatride. Il a quand même fallu lui attribuer une nationalité parce qu'il fallait qu'il chante, enfin qu'il y ait une musique qui soit interprétée à l'issue de la cérémonie. Donc le film a été déclaré marocain, qui était alors sous protectorat français. Donc voilà, c'est le premier film produit par le Maroc de l'histoire. Voilà, Othello, avant même l'indépendance de celui-ci. Dernière question, je pense que tu vas faire le grand chelem, Flo, t'es parti pour. Tu peux pas chuter là-dessus. C'est un petit pas de côté par rapport à ce que je disais sur Othello et la pièce de Shakespeare. Certains coureurs du Marathon des Sables 2023, auquel on a préparé toi et moi, ont décidé d'abandonner la course parce qu'on leur avait Othello. Ah, c'est tout un débat, ça, quand même. Je saurais même pas, je sais pas si c'est vrai ou faux. Je saurais pas te dire. C'est tout un débat, ça, quand même. Je crois que c'était parce que... Il y a probablement des gens qui ont droppé parce qu'il manquait d'eau. Hein. Voilà. Il y a des gens qui estimaient que sur certaines étapes, effectivement, une bouteille d'eau en plus à certains checkpoints aurait été un plus. J'étais pas sûr de partager ce point de vue. Mais probablement que oui, du coup. Toutes les réponses sont bonnes. Bravo Flo. En dépit de mes questions démoniaques, cette question qui pique n'a pas tourné à la tragédie pour toi. Franchement, félicitations. 3 sur 3, c'est beau. Ça mène à tout le swimrun apparemment. Franchement, t'as un gros niveau d'Othello en tout cas. Incroyable. On arrive à notre sujet du jour, donc qui est notre course épique qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui.
Quand et dans quel contexte est-ce que tu as entendu parler de Thiele pour la première fois? Est-ce que c'est une révélation, un coup de cœur immédiat? On m'en a parlé et j'ai regardé un reportage d'une chaîne concurrente de Canal+, en l'occurrence Intérieur Sport, sur Thiele, qui est super, voilà, faut le dire. Et ça m'a fasciné, je venais de commencer à travailler pour l'équipe, c'était en 2015. Et du coup, j'en ai parlé à la rédaction, enfin à mes collègues, en leur disant que c'était un truc qu'il faudrait faire quelque chose là-dessus. Et j'ai pas pu aller en Suède, donc voir la course originelle, celle que tu as effectivement présentée, qui fait office de championnat du monde. Mais le Thiele, c'est aussi un circuit maintenant international qui permet, comme pour un triathlon Ironman, de se qualifier pour le championnat du monde. Et ils ont une étape, leur première étape d'ailleurs, hors de Suède, c'était en Suisse, dans la vallée de Saint-Maurice, à Engadine plus précisément. Et j'ai pu aller là-bas, courir en 2016 avec un ami à moi qui était bon nageur et qui était un bon coureur aussi, Olivier, qui nous écoutera peut-être parce qu'il écoute ton podcast. Il y a plusieurs formats, c'est ça, Flo? Ouais, à l'époque, il me semble qu'il n'y en avait qu'un. Donc c'était... c'est pas aussi long que Thiele, le championnat du monde, c'est un peu plus court. Au total, c'est entre 40 et 50 km avec, selon les étapes de la World Series, ils appellent ça, entre 6 et 8 km de natation et puis entre 25 et 45 km à pied. Et c'était donc ce type de format-là pour Thiele. En Suisse, la particularité de cette course, c'est qu'il y a du dénivelé, ce qui n'est pas tellement le cas finalement des autres courses de le Thiele World Series et qui n'est pas le cas pour la course principale, le Thiele. Et donc, je suis allé là-bas avec mon coéquipier pour voir un peu ce que ça donnait. Et j'ai été secoué vraiment fort. À l'époque, c'est l'année où j'ai fait l'UTMB, donc j'étais plutôt en forme quand même. Et on a déjà eu beaucoup de mal à tenir les barrières horaires. C'était la première fois que j'étais confronté dans ma vie à des barrières horaires. Parce que, on s'y prenait très mal. À l'époque, l'équipement était beaucoup moins en point qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, mais malgré tout, il y a eu des bons en avant en termes d'équipement qui ont été faits. Nous, on arrivait en combinaison de triathlon, on n'avait pas d'élastique pour s'attacher dans l'eau. Il était meilleur nageur que moi, donc il prenait froid dans les lacs qui étaient vraiment froids cette année-là. Pour le coup, c'était une course vraiment épique et on a failli pas aller au bout. On a passé une barrière horaire de justesse, mais on l'a quand même fait et j'ai trouvé ce format complètement fascinant. En plus, ce qu'il faut quand même dire, et c'est tout le crédit que j'apporterai à Michael Lemmel et à Matt Scott, qui ont donc fondé Thiele, qui ont observé le pari là, de ces 4 amis dont tu parlais, qui se sont dit en fait ce pari-là, ça peut faire une course et on va en faire une course. Fallait être visionnaire quand même à l'époque et ils l'ont fait et ils ont reproduit ce schéma-là dans toutes les courses qu'ils ont créées, c'est-à-dire que l'environnement doit se prêter à cette pratique, c'est-à-dire que la vallée de Saint-Maurice, elle est remplie, c'est des lacs en fait qui s'enchaînent et pour la parcourir correctement, il faut courir et nager, sinon ça marche pas très bien. Pour aller dans l'archipel de Stockholm, il vaut mieux courir ou nager ou avoir un bateau, mais sinon ça marche pas bien et en fait ils ont dupliqué un peu ce schéma-là. Il y a une sensation de liberté assez folle que de courir, de remettre le haut de sa combi, de mettre ses lunettes et de plonger dans l'eau et de ressortir de l'autre côté, de se remettre à courir. C'est le format en tant que tel qui m'a fasciné dès le début. Et comment tu as ressenti cette dynamique à deux qui est un peu différente, qui est très différente d'ailleurs de ce qu'on peut vivre entre elles, même s'il y a beaucoup de solidarité mais qui s'exprime un peu différemment, là le fait d'avoir cet équilibre à trouver ensemble? C'est assez fascinant et ça existe dans d'autres épreuves de grande endurance. Ça existe en ski alpinisme, par exemple. Toutes les grandes courses de ski alpinisme se font à deux. C'est souvent un enjeu, on va dire, de sécurité qui pousse à ce que ça se passe comme ça. On passe quand même beaucoup d'heures dans l'eau. C'est quand même bien d'être deux pour accompagner son partenaire s'il a des difficultés. Nous, ça s'est très bien passé parce qu'on est très bons amis et qu'on est tous les deux un peu durs au mal, mais lui il a souffert parce qu'il a dû m'attendre dans l'eau, donc il a eu vraiment froid, le pauvre, mais ça s'est très bien passé. Et en fait, finir une course difficile et passer par des événements difficiles à deux, ça rend l'arrivée, la victoire, c'est assez bateau ce que je dis, mais c'est vrai, c'est quelque chose de très très fort en fait quand on finit quelque chose à deux. Et en fait ça fait grandir l'amitié à marche forcée, je trouve, de passer par des événements comme ça, de connaître l'autre dans des situations vraiment difficiles et de s'adapter avec lui. Et ça fait vraiment grandir assez vite ce qui se passe entre deux personnes. On fait un petit pas de côté rapide quand même du côté de Chamonix en 2016, puisque cette année a été marquante pour toi, double titre, donc avec cette découverte de Thiele et donc ton premier UTMB qui était aussi un rêve. Ouais. Est-ce que tu peux quand même nous revenir sur la façon dont tu as ressenti le mythe par rapport peut-être quand on a aussi des attentes qui sont immenses? Est-ce que c'est possible de ne pas être déçu et d'y trouver exactement ce qu'on attend, voire plus? Alors l'UTMB, ça a été une grande aventure. Déjà, effectivement, c'était un rêve qui m'a obsédé littéralement pendant bien 5 années. Et j'étais mort de peur en fait en prenant le départ. Donc le départ a été assez chaotique.
Pour le résumer, ça a été complètement à la hauteur, dans le sens où ça a été une aventure complètement folle que j'oublierai jamais. J'ai eu la chance d'écrire beaucoup sur ce sujet, sur ma propre course, des longs formats, des plus petits formats. Et c'est quelque chose qui me suit et qui continue de me suivre. Et je pense pas que je ferai 2 fois l'UTMB. Par contre, ça a été d'une violence absolue parce que j'ai eu plein d'événements de course qui ont fait que ça a été vraiment très dur. La deuxième nuit a été catastrophique. Les conditions étaient dures, il faisait extrêmement chaud. Le premier jour, il y a eu des orages très violents la deuxième nuit. Mais c'est un souvenir merveilleux. C'est aussi la première fois que j'ai eu un début d'assistance. J'ai des amis et mon ami de l'époque qui m'ont accompagné sur une partie de la course. Et ça a été une découverte pour moi et ça a été fabuleux. Donc ouais, c'est un événement absolument marquant. Ça a confirmé mon amour pour cet événement-là parce que moi, j'ai pas honte de dire que j'ai vraiment un gros affect pour l'UTMB et ses courses et le massif du Mont Blanc dans son ensemble. Pour autant, ça n'a pas été un moment facile. C'est ça qui fait que tu manifestes pas l'envie d'y retourner? Ou c'est d'autres critères? Ouais, je pense. Il y a quand même... j'ai mis du temps à m'en remettre psychologiquement de cette course, tellement je suis passé par des choses difficiles. En tout cas, difficiles pour ma tolérance à la douleur à moi. Par contre, ma façon de revivre ça, c'est de faire le tour du Mont Blanc. Donc, c'est des sentiers de randonnée, en fait, l'UTMB. C'est quelque chose qui existe, qui se fait en trek entre 10 et 15 jours selon les gens et selon les marcheurs. Et moi, je l'ai fait une fois, je vais le refaire, je le fais en 4 jours. Voilà, je me fais l'UTMB en 4 jours tout seul. Et c'est une manière de revivre ça. Je fais exactement le tracé que j'ai fait en 2016 parce qu'il évolue un peu le tracé de l'UTMB. Moi, je fais sentier par sentier ce que j'ai fait en 2016 et je me replonge dedans tout seul et j'apprécie beaucoup avec moins de souffrance. Revenons-en à l'Autileux. Donc 2017, tu rechausses ou remets en tout cas réenfiles la combi pour l'Autileux sur les îles de Scilly, ce qui n'est pas idiot contrairement de ces îles. Fait. Comment s'est passée cette deuxième expérience? Une claque. Ouais, et puis les îles Scilly, peu de monde connaît finalement. Apparemment, j'ai appris que c'était une île que les marins connaissent parce que c'est une étape pour les marins qui. Je suis pas marin, donc je sais même pas. Mais on m'a expliqué que les marins connaissaient bien cet archipel. C'est un endroit merveilleux. Ce sont des îles. Si je dis pas de bêtises, au sud-ouest de la Grande-Bretagne. L'eau est turquoise, les plages sont de sable clair, puis il y a des châteaux sur ces îles et en fait la course fait un espèce de cercle autour de ces îles et c'est un endroit absolument merveilleux où on arrive le jeudi et cette année-là le bateau suivant c'était le lundi, donc tous les coureurs passent 4 jours sur l'île. La course c'était le samedi il me semble et du coup le dimanche on avait tout le samedi soir et le dimanche pour profiter entre coureurs. C'était une expérience de course fabuleuse. Ça m'a fait d'ailleurs découvrir, c'est à ce moment-là, c'est cette fois-là que j'ai découvert autre chose qui moi m'attirait énormément dans le swimrun, c'est que c'est une petite communauté encore, c'est un sport de niche et dans les expériences de course ça se ressent. Les gens se connaissent, la communauté française est très soudée, elle est animée par quelques blogueurs, journalistes, athlètes. Et du coup, il y a quelque chose d'assez intéressant à faire partie de cette petite communauté-là. C'est moins le cas, je pense, aujourd'hui en trail, parce que le sport s'est vraiment démocratisé. Mais en tout cas, en swimrun, j'ai découvert ça et je trouve ça assez intéressant. En 2021, tu as l'opportunité d'aller sur la finale, sur la course Rennes, en tant que spectateur. Est-ce que c'est à ce moment-là que prend vraiment corps cette envie et cette conviction qu'il faut que tu t'inscrives et que tu te lances? Oui, effectivement, le trail, entre-temps, a pris vraiment pas mal de place dans mon activité professionnelle de journaliste. Et du coup, par la force des choses, j'ai été un peu plus éloigné du swimrun pendant quelques années, puis il y a eu le Covid. Et à la fin du Covid, effectivement, on me propose d'aller travailler en tant que journaliste sur Eutileux, et je me souviens très bien du mail, j'ai pas attendu 5 minutes pour dire oui. Et là, je prends une nouvelle claque. En fait, à chaque fois que j'ai eu la chance d'être sur ces épreuves, j'ai pris une claque, parce que là, ils avaient développé d'autres formats de compétition plus courts. Donc, j'ai la chance, la veille de Tilleux, la course principale, de faire ce qui s'appelle le Final 15, qui est un format qu'ils appellent sprint, mais qui en réalité, moi, me prend quand même 2 heures. Donc, il y a quand même genre 13 km à pied et 3 km dans l'eau, donc ça prend un peu de temps. Et le lendemain, de travailler en tant que journaliste sur un bateau, donc pour suivre toute la course et en fait suivre Tilleux dans l'archipel de Stockholm sur un bateau, pendant une belle journée de septembre, c'est merveilleux à regarder. Voir les athlètes rentrer dans l'eau au lever du soleil et les voir nager. Effectivement, c'est 1,7 km, cette longue section de natation qui lance finalement la course. C'est sublime. C'est sublime à voir. Ce que tu me disais lors de notre échange préliminaire, c'est que Tilleux, de ma compréhension, c'est la seule course que tu imaginais peut-être ne pas être en capacité de réussir. Sur toutes les autres sur lesquelles tu t'es présenté, tu avais un niveau de confiance relatif qui permettait d'envisager d'arriver au bout. Là, il y avait un point d'interrogation bien plus grand que d'habitude à envisager ce projet-là. Absolument.
Quand je fais mes 2 premières épreuves en 2016 et 2017, on est quand même un gros tiers, voire 40% moins long que le Tilleux en tant que tel. Et j'ai déjà tellement de mal à boucler ces 2 épreuves que je me dis qu'en fait, plus long, c'est impossible. Et en 2021, quand j'assiste à cette course et que je vois vraiment ce que c'est Tilleux, je me dis pas que c'est moins dur, mais je me dis qu'il faut absolument que j'arrive à faire ça un jour. Mais j'en étais vraiment pas persuadé. Et donc, ça faisait quelques années que je faisais des ultras, que je me préparais à ma manière, de façon très imparfaite, avec un niveau de confiance relatif, mais qui est quand même effectivement plutôt positif, de arriver à finir les épreuves parce que je sais que je l'ai déjà fait et que j'y arrive. Tilleux, j'en étais vraiment pas sûr, donc je me suis préparé un peu plus sérieusement et studieusement, on va dire. Je me prépare quand même toujours, mais plus studieusement que les autres. Et j'étais vraiment pas sûr d'aller au bout. Ouais. Et c'est d'autant plus stressant, angoissant, qu'on emmène quelqu'un dans l'aventure. On le fait à 2, donc bâcher seul, c'est quelque chose, mais obliger quelqu'un d'autre à s'arrêter, je crois que c'est encore plus dur, quoi. La place qu'a pris Tilleux dans ta vie, elle a fait aussi écho en miroir à un certain nombre de questionnements en rapport avec l'ultra, notamment en 2022. Pas mal d'interrogations sur la raison d'être profonde de l'ultra. Je serais très curieux de t'entendre là-dessus sur les interrogations et les convictions qui étaient peut-être plus les tiennes à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai fait mon premier ultra en 2015 et j'en ai fait beaucoup ensuite. Mon activité m'a permis de faire beaucoup de courses. J'en faisais toujours plusieurs par an chaque année, des belles courses. Et en fait, effectivement, en tout cas pour quelqu'un comme moi, et je pense que d'autres se retrouveront là-dedans, pour aller au bout d'un projet ultra, il faut avoir une envie absolue d'aller au bout. Si on y va avec une demi-envie, encore une fois, pour quelqu'un de mon niveau, c'est pas possible, ça marche pas. Et en fait, le fait d'en faire beaucoup, c'est comme tout, hein, l'envie s'étiole un petit peu. Le défi n'est plus le même, on sait qu'on y arrive, on sait qu'on l'a déjà fait. Le fait, du coup, le résultat faisait que je m'inscrivais à des courses parce que c'était mon schéma, c'était mon activité professionnelle, c'était ce que je me disais dans ma tête. Je suis ultra-trailer, donc je vais faire des ultra-trails. Sauf que je prenais perdu le sens, ouais. Ouais, j'avais perdu le sens et le plaisir un peu. C'est-à-dire que c'est surtout ça aussi, c'est que le plaisir dans la course devenait parfois rare même. Et en 2022, effectivement, je me souviens de cette expérience à Madère où on m'invite en dernière minute à Madère et où je m'inscris du coup, vu que je suis là-bas sur l'ultra qui est dur, hein, que j'avais déjà fait en plus, et où à aucun moment du processus j'ai pris du plaisir, que ce soit avant, pendant, après. J'ai fini par même abandonner cette course à cause d'un fait de course un peu invraisemblable. Et à part de voir la beauté de Madère, parce que c'est une île merveilleuse, il n'y a aucun plaisir. Et donc, je pars dans une réflexion et je me dis qu'en fait, j'aime toujours les efforts longs, mais je crois que j'ai fait beaucoup trop d'efforts longs en ultra-trail et que j'ai besoin de tester d'autres choses. Et ça coïncide vraiment avec ma redécouverte de Tilleux. Et du coup, mon envie de me lancer un défi un peu différent. Et là, l'envie était à bloc, à 100%. Ouais. Est-ce que tu as trouvé la préparation pour Tilleux contraignante avec cette brique assez centrale de natation qu'il a fallu ajouter, oui. Que toi tu avais exploré un peu plus jeune, mais là c'est quand même une autre approche. Est-ce que tu as un souvenir vraiment d'une exigence particulièrement marquée pour cette préparation-là ? Ah, complètement. D'autant que j'ai commencé cette préparation en vivant à Marseille, où il y avait la mer, où je pouvais aller nager en mer et m'entraîner vraiment en swimrun, et je l'ai poursuivi parce que je suis revenu vivre 100% à Paris, dans une piscine municipale, puis dans un club de natation. Et oui, j'ai trouvé ça contraignant. Encore une fois, dans ma logique à moi, mettre les baskets et aller courir à Paris, ça me plaît toujours et ça m'a toujours plu. Par contre, aller jusqu'à la piscine, se changer et compter ses carreaux, c'est... Ça peut remettre en cause ton rêve ? Ça peut l'altérer et te faire passer l'envie ? Non, à ce moment-là, je suis tellement dans ce que ça peut faire, c'est me préparer moins bien, mais j'irai quoi qu'il arrive faire... Ma façon de fonctionner et de raisonner fait que je foncerai dans le mur quoi qu'il arrive. Je vais pas être le style de personnes peut-être probablement plus raisonnables qui vont se dire en fait je suis pas prêt, je vais peut-être pas le faire. Moi, je vais y aller et puis ça va être horrible et je vais tout faire pour advienne que pourra. Moi, c'est plutôt ça. Sauf qu'il peut. Est-ce que tu peux nous parler de ton partenaire, parce qu'on l'a dit, c'est par équipe de 2, ouais. Qui ce sera, et puis qu'est-ce qui était important à trouver pour toi comme critère, paramètre, être sûr que ça fonctionne bien entre vous ? Ouais, c'était un paramètre énorme. N'ayant aucune expérience sur cette course qui est quand même dure et pour lequel j'avais un niveau malgré tout... mon niveau, j'étais plutôt très à la limite d'être capable de faire une épreuve de cette envergure-là, notamment en natation. Quand même 9 km à nager en eau libre, effectivement dans la mer Baltique, donc potentiellement selon la journée dans des conditions vraiment pas faciles. J'ai eu la chance donc d'être invité, donc de pouvoir emmener quelqu'un dans cette aventure de façon assez facile pour lui. C'est en parlant avec Hugo, donc Hugo Tormento dont tu as parlé, qui est probablement le meilleur swimrunner du monde en ce moment,
qui est aussi quelqu'un qui est extrêmement sympathique et que je salue aussi s'il nous écoute. C'est en parlant avec lui qu'il m'a parlé d'un swimrunner qu'il connaissait, qui s'appelle Jean-Nicolas, qui est parisien. Vu qu'on se connaît un peu, il m'a dit en plus le courant entre vous passera bien, et c'est quelqu'un qui a l'expérience de la course, c'est un très bon nageur. Le courant dans l'eau, c'est dangereux, faites gaffe. Effectivement. Ouais. Ça dépend dans quel sens il va. Si de face, c'est compliqué. Ouais. Mais donc voilà, il me présente Jean-Nicolas et on se parle un peu sur Instagram, et puis on va faire une séance, un run ensemble, et en fait, effectivement, le courant est très bien passé. C'est quelqu'un qui est extrêmement positif, ce genre de personne qui, même quand il y a de l'adversité absolue en face dans la course, il y a toujours le sourire, et qui est un fort nageur et qui a une grosse expérience du swimrun, qui m'a complètement accompagné là-dedans, avec beaucoup de bienveillance, sans jugement, malgré mon petit niveau de natation la première fois qu'on a nagé ensemble. Et d'ailleurs, à la fin aussi, ses épaules doivent se souvenir de Thilleux encore aujourd'hui, je pense. Parce que voilà, il m'a tiré un petit peu. Mais ouais, donc grosse belle rencontre et expérience de course avec lui. Voilà, je me suis pas trompé, on ne s'est pas trompé. Ouais. On commence à s'approcher dangereusement de début septembre 2023. Tu connais quelques jours qui précèdent, qui sont un peu agités. C'est peut-être pas la meilleure config pour préparer le plus sereinement un tel événement, un tel rendez-vous. Ouais, alors il s'avère que le calendrier Thilleux est, selon les années, soit le même week-end, soit un week-end de décalage avec l'UTMB. Donc l'UTMB, c'est quand même compliqué de ne pas y travailler. Donc, c'est intense, on travaille. C'est intense, hein, on travaille. Plus les années passent, plus on travaille sur l'UTMB. Donc ça fatigue, effectivement, comme tu dis. Et puis j'avais en plus un mariage d'un ami assez proche, très proche même, ce même week-end. Donc j'ai essayé de faire coïncider tout ça et de prendre un vol le plus tard possible pour la Suède. Et ça m'a fait pas mal douter parce que voilà, beaucoup de fatigue, un peu de fête. Et du coup, pas du tout. Moi, je pensais arriver quasiment 4 jours avant en Suède dans mon plan initial. Je suis arrivé la veille. Donc, pas du tout l'idéal. Mais on a fait avec. Tes objectifs sur la course, tes ambitions, est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est finir? Est-ce que c'est autre chose? Ouais, mais mon objectif, c'est de finir. Comme tu le dis, de le finir de la façon la moins violente possible, de la moins difficile possible. C'est 90% des courses que j'ai fait ces dernières années, c'était ça. C'est finir parce que c'est dur. Même 50 km, c'est dur, on va pas se mentir. C'est de finir dans les meilleures dispositions possibles et effectivement en étant à son niveau et à son rythme. Thilleux, pour le coup, il n'y avait pas de question de performance, il fallait juste que je sois à mon niveau. Enfin, être à mon niveau, ça permettait éventuellement de finir, pas plus. Voilà, on a 14 heures, il me semble, pour finir Thilleux. Je doutais de prendre 14 heures, d'arriver à le finir en 14 heures. Bon, ça s'est quand même pas trop mal passé finalement. Mais j'arrive juste avec l'envie de finir et d'arriver, de poser le pied sur Ute après ce long voyage dans l'archipel de Stockholm. Ouais. On n'en a pas parlé peut-être sur tes expériences précédentes sur place, mais quelle ampleur a cet événement sur place? Est-ce qu'il y a un semblant d'élan et de ferveur populaire, peut-être même très local, ou est-ce que c'est un événement relativement confidentiel? Dans Stockholm, en arrivant, à part voir des pool boys sur le sac des gens, c'est un événement assez anonyme. En revanche, sur l'île de départ à Sandam, il y a un peu de monde qui se lève très tôt pour venir voir le départ. Et ensuite, sur les îles qu'on traverse, en revanche, effectivement, là, de manière très locale, il y a effectivement toute l'île qui est là et qui applaudit les coureurs. C'est d'ailleurs une des choses que je trouve hyper fascinante dans Thilleux, c'est qu'on traverse à la fois des îles absolument inhabitées, où il n'y a même pas un sentier, où il n'y a jamais un homme qui a mis les pieds ici, mais qui a vécu, en tout cas qui a passé quelques heures, non. Et on traverse des îles qui sont habitées, où il y a des maisons, où il y a des pelouses parfaitement coupées comme en Suisse, et où il y a des gens absolument adorables qui sont là et qui nous encouragent. Donc une ferveur très locale. Ça y est, on est le lundi 4 septembre 2023, c'est le grand jour. Tu touches au but, là c'est le départ, c'est le moment. C'est quoi ton sentiment à cet instant-là? Il y a de la place que pour l'impatience ou il y a autre chose? Il y a pas mal de peur. Le départ de Thilleux est relativement anxiogène dans le sens où on commence par prendre un bateau qui part dans la nuit et on est tous sur ce bateau. Enfin, il y a 2 bateaux pour être précis, on est tous là-dedans et on s'équipe. Et une fois qu'on quitte le bateau, on n'a plus que nos affaires de course, notre combi, notre bonnet de bain et on arrive à Sandam. Beaucoup de stress, mais Jean-Nicolas, donc mon coéquipier, lui était beaucoup plus détendu et a eu les mots qu'il fallait pour me détendre. Et au final, le stress est passé assez vite. Mais ouais, tendu, hein. Ça fait peur quand même. Est-ce que tu peux nous parler de votre début de course, donc avec un premier très grand segment de natation? Ouais, donc le départ, c'est 3 km à pied d'abord, mais voilà, où on essaie de comprendre dans quel état on est. Et j'étais pas trop mal, ça m'a déjà rassuré. Et ensuite, 1,7 km de natation, donc faut se dire que le jour se lève à peine à ce moment-là. 1,7 km de natation, l'île d'en face, on
on la devine. Et on voit certainement pas... les sorties de natation sont matérialisées par des beach flags, des espèces de grands drapeaux verticaux. Et à 1,7 km plus loin, tu les vois pas, en fait. C'est trop loin. Donc, il y a un espèce de flash qui indique la direction. Donc, même ça, ce concept-là est assez effrayant. En réalité, c'est tellement loin qu'on ne voit pas vraiment. Et la rentrée dans l'eau est un peu chaotique. Il y a encore un peu de monde. Donc, on se fait un peu bousculer. Et puis, il fait pas complètement jour. Mais c'est très silencieux c'est très silencieux, c'est extrêmement silencieux. Et puis, c'est pas, j'ai envie de dire, la comparaison est peut-être un peu dure, mais en triathlon, c'est vraiment la bagarre. Là, il y a quand même autre chose qui se passe. On part tous pour une grosse aventure. Les gens sont un peu stressés, évidemment, mais les gens se marchent pas dessus. Et très vite, mon coéquipier nous écarte un peu du peloton pour qu'on soit un peu plus tranquille. Et là, en fait, je me sens bien. Honnêtement, je me sens bien. Il a dirigé la cordée, entre guillemets, de natation toute la course. Et moi, je pouvais profiter sans avoir à gérer la direction. Et donc, honnêtement, je regardais le lever du soleil sur l'île d'à côté et je trouvais ça merveilleux. Voilà ce que j'ai vécu. Et en bénéficiant aussi de son aspiration. Il y a aussi un avantage physique à le suivre. Et un avantage physique énorme. C'est comparable à l'aspiration à vélo. On gagne 30-40% d'effort quand on est derrière quelqu'un et on gagne en vitesse. Je n'ai jamais nagé aussi vite que derrière lui, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a une chose qui te surprend là sur ce début de course, quelque chose où tu dis ça je l'ai peut-être sous-estimé ou surestimé? Est-ce que tu as un moment où tu te dis ok, c'est pas exactement comme je pensais ce truc-là là? Les sorties d'eau sont vraiment périlleuses, les rochers sont vraiment glissants. Et on le sait, mais tant qu'on ne l'a pas vécu en conditions de course, parce qu'on sortir d'une eau, elle était à 13 degrés, après 1,7 km, ça prend quand même quelques minutes à faire, on est un peu sonné, et puis poser les pieds sur ces rochers glissants, c'est pas facile. Donc il y a beaucoup de chutes à droite, à gauche, et il faut vraiment se concentrer pour pas tomber. En fait, je crois que ce qui m'a le plus, ce dont je m'attendais pas à avoir envie de courir vite, et en fait le fait de me sentir bien, on a eu un rythme quand même assez élevé au début et j'avais envie de courir vite parce que je me sentais bien et je pensais qu'au contraire je serais encore pétrifié à ce moment-là parce que le début de course est plus impressionnant que la suite. Au final, je me suis senti bien et à part ces rochers glissants, il a juste fallu que je contrôle le rythme en fait au début de la course. Pas s'emballer. Absolument, pas s'emballer, ce qui n'est pas mon fort, donc il a fallu se concentrer. Ouais. Comment ça gère une transition? Est-ce que tu peux illustrer là, la petite musique, le rituel? Si on doit concevoir un peu la façon dont ça se passe, est-ce que tu enlèves des choses, ta combi, de tes espèces de... C'est pas des bouées, mais c'est en tout cas des plaquettes, pour avancer. Donc effectivement, aujourd'hui, tous les swimrunners ont le même équipement. Tous les swimrunners nagent avec des plaquettes, donc c'est des espèces de morceaux de plastique qu'on met sur les mains pour tracter plus d'eau et un pull buoy qu'on met entre les jambes. C'est une bouée pour nous faire flotter. Tout le monde a ça. Et en fait, tu l'as dit, il y a 24 îles et du coup, ce qui veut dire qu'il y a 46 transitions entre la course et la natation. Donc en fait, l'important, c'est d'aller vite dans les transitions. On ne peut pas se permettre d'enlever ses chaussures, par exemple, ou de les remettre. Donc il faut que ça aille vite. Donc on signale à l'autre, selon qui est devant dans la course à pied, que la transition arrive. En général, on a juste à remettre correctement ses plaquettes. La plupart du temps, on courait avec le bonnet de bain sur la tête, avec les lunettes sur le bonnet de bain. Tu t'es détaché de ton partenaire? On se détachait dans les longues sections de course à pied, pour pas s'en mêler, mais pas toujours, ça dépendait. Donc effectivement, il y a ce truc de on s'équipe, on met les lunettes, on remet les plaquettes, on met le pull buoy entre les jambes, il m'accroche, et puis on se regarde et on tape tous les deux sur les plaquettes en mode on est prêt et on saute à l'eau. Et ça se dure quelques secondes, il faut que ça aille vite et ensuite on part. À quoi peuvent ressembler là, les passages à course à pied? Ça peut être très hétérogène d'une île à l'autre, ça peut être très sauvage, au contraire plus propice à avoir une allure un peu plus soutenue. Ouais, tout à fait. Les îles sauvages, on traverse des fougères, des champs de fougères, on court sur les bords de l'île, de rocher en rocher. Il y a beaucoup de passages de rocher en rocher où du coup on peut même pas parler de course, c'est un jeu d'équilibriste sur les rochers glissants. Avec un balisage partout. Oui, c'est balisé, on suit un balisage. Par contre, effectivement, les îles habitées, y a des sentiers, il y a des chemins, il y a des routes carrossables. Et où là, pour le coup, vu que c'est relativement plat, on peut s'emballer. Et donc, tout l'enjeu, c'est de ne pas s'emballer sur ces endroits où on peut courir vite. Donc voilà, il faut gérer tous ces aléas. Est-ce que tu es en pleine conscience de ce que tu vis? Est-ce qu'il y a de la place pour l'émerveillement ou est-ce que l'effort et l'engagement que tu y mets prend le dessus? Moi, je n'ai jamais vécu les courses d'ultra-endurance jusque-là comme un émerveillement. J'ai toujours souffert assez vite dans les courses
Et j'ai toujours vécu ça comme une grande aventure, mais certainement pas comme j'entends certains speakers, comme un grand voyage magnifique avec que des émotions positives, etc. Moi, ça a toujours été dur quand même. Et ben, Eutilleux, j'ai un peu découvert ce truc que je trouvais complètement idéaliste, de profiter. Et j'ai beaucoup profité dans Eutilleux, à part quelques heures. J'ai vraiment beaucoup profité. Et ça, c'est la vraie satisfaction, elle est là, c'est d'avoir eu un rêve qui se soit passé encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Et j'ai vraiment apprécié les paysages, j'ai pu les regarder. Dans l'eau, notamment, j'avais pas j'avais pas besoin de guider, ce qui est un énorme luxe. Je me laissais un peu tracter dans le sillage et je nageais évidemment, mais je pouvais beaucoup regarder autour de moi et c'est enivrant en fait. Ouais. Il y a un passage après la mi-course qui est un peu plus intimidant, qui s'appelle Peak Swim. C'est un passage que tu appréhendes. Comment est-ce qui s'est passé pour vous ? Oui, donc c'est effectivement c'est la nage de cochon, enfin la section de nage de cochon où c'est entre deux îles qui sont plus exposées. Voilà, plus exposées. On n'est pas du tout protégé par un bras d'île ou par une autre île. C'est en plein courant et c'est quand même 1,4 km. Et donc effectivement, j'appréhendais beaucoup ce peak swim, d'autant que c'était quand même une journée où il y avait du vent, donc c'était pas non plus une journée calme plat. 1,4 km, c'est quoi en termes de temps, pour avoir une idée ? 30-35 minutes. Peut-être là un poil moins, mais ouais. Et au final, je m'en faisais tout un plat, et le fait d'être dans l'eau et de m'y sentir quand même bien, de voir qu'on allait dans la bonne direction, et de voir que je me faisais pas tant chahuter que ça a été aussi finalement un plaisir. Et en fait, il y a quand même quelque chose d'assez satisfaisant quand on a peur de quelque chose et qu'on se rend compte qu'en fait, les choses mises en place autour de soi et ce qu'on a mis en place font que ça fonctionne malgré tout. Il y a quelque chose de très très satisfaisant là-dedans, donc c'est ce que j'ai vécu là-bas, ouais. Et ensuite, un peu plus tard dans la course, un long passage en course à pied qui fait grosso modo, si on grossit le trait, l'équivalent d'un semi-marathon, avec une grosse île avec 17 km et une autre qui complète les 3-4 km manquants. C'est un moment qui va être à la fois plaisant, mais c'est aussi un petit moment où la course prend une autre tournure, à la fois pour Jean-Nicolas qui était un tout petit peu moins bien, et puis toi qui aussi connais un premier coup de moins bien. Tout à fait, ouais. Alors, faut se dire que pour Jean-Nicolas, la course a été plus dure. Il était devant en natation, donc beaucoup plus de charge mentale et puis beaucoup plus d'efforts parce que on est relié par un élastique et il y a des moments où il me tirait littéralement. Donc lui, après Peak Swim, justement, c'est un moment où il commence à me dire, là j'ai les épaules qui commencent vraiment à tirer et je sens qu'énergétiquement, il est un peu, et c'est normal, il est un peu atteint. Donc effectivement, c'est un semi-marathon qui est entrecoupé de 300 mètres de natation. Donc en vrai de vrai, il y a 17 km à pied d'affilée. Et effectivement, cette première le vrai tournant de Tilleux, c'est ces 17 km à pied qu'il faut affronter. Nous, on en était déjà à 7-8 heures d'effort. Il fait chaud, c'est le milieu de l'après-midi. Et courir 17 km à ce moment-là sur des chemins certes plats mais qui font que monter et descendre quand même, c'est des faux plats montants et descendants uniquement, c'est un challenge et le tournant est là. Donc lui au début il est moins bien et on adapte le rythme, on se parle et en fait il va un peu mieux et moi en fait je fais une erreur de débutant comme j'en fais souvent, c'est-à-dire que je mange pas ce qu'il faut que je mange à un ravitaillement qui pour la petite histoire est un ravitaillement géré par des habitants, un ravitaillement un peu sauvage mais que tout le monde accepte bien volontiers. Et j'ai un problème d'estomac, de digestion qui effectivement a pour conséquence 1h30 de course vraiment, vraiment difficile avec des vomissements, etc. Et qui me font un peu peur, mais à la fois, on est quand même là, à ce moment-là de la course, plus très loin du but, on est dans les temps. Donc a priori, même dans la douleur totale, ça peut aller au bout. Ouais. Il y a un moment d'appréhension d'ailleurs, au moment où tu dois te remettre à l'eau pour sortir de cette île. Oui, tout à fait. Juste avant, j'arrivais plus à courir, je marchais, j'arrivais plus à manger, je vomissais même l'eau que je buvais. Et donc, je savais pas trop comment mon corps allait se comporter dans l'eau froide. J'avais honnêtement, à ce moment-là, peur de faire un petit malaise potentiellement. Je me sentais très faible. Et il s'avère qu'au final, l'eau froide, être à l'horizontale dans l'eau froide, sur ces 400 mètres de natation qui ont suivi, m'ont quasiment réparé l'estomac et j'ai pu manger en sortant de cette section. Et là, c'était quasiment joué du coup. Comment est-ce que vous vivez notamment les 3 derniers kilomètres de la course ? La dernière transition est faite, ça y est, vous sortez, vous êtes sur la dernière île. Ouais. C'est déjà réussi à ce moment-là ? En tout cas, moi, le moment où c'était réussi, c'est le moment où je suis sorti de cette section de natation et où j'avais plus mal au ventre. Et là, il reste grosso modo 1h30, une grosse heure de course. C'est des petits enchaînements. Et moi, là, je comprends que c'est bon, que c'est gagné, qu'on va aller au bout. Lui, il en a pas jamais douté, m'a-t-il dit plus tard, mais moi, j'en doutais quand même fortement. Et là, j'étais euphorique, honnêtement. J'arrivais de nouveau à courir. Je faisais que parler. Enfin, c'était génial. Et puis, il y a ce moment assez... magique où on met le pied sur Uteux. Le défi originel, c'est effectivement d'aller de Uteux à Sandam, d'ailleurs d'abord, mais la course a toujours été de Sandam à Uteux.
L'arrivée est certes à 3 km au milieu de l'île, mais le défi, c'est de mettre pied sur l'île. Et il y a des gens qui sont là pour nous accueillir et nous dire bienvenue sur l'île d'Utö. Et ça met en perspective ce voyage, quoi, parce que c'est un voyage, Utö, c'est vraiment un voyage au cœur de l'archipel de Stockholm. C'est quelque chose qui se fait en bateau. Normalement, ça ne marche pas de le faire par ses propres moyens. Et d'être arrivé au bout de ça, d'avoir en tête ce tracé, quand on met pied sur Utö, c'est un moment qui est... Ouais, moi, j'étais très ému. Vous bouclez donc les 70 km de votre Utö en 12 h 4 minutes et 37 secondes à la 66e place. Je te la prends peut-être puisque tu regardes pas. Voilà, 66e. Le sentiment qui prend le dessus à l'arrivée. Et est-ce qu'il y a déjà de la place pour la nostalgie de c'est fini ? Le sentiment à l'arrivée, c'est j'ai été très ému, j'ai pleuré, ce qui ne m'arrive pas souvent dans la vie, mais ça m'est arrivé sur quelques arrivées, ça m'est arrivé à Utö. Et beaucoup de reconnaissance pour Jean-Nicolas, c'est un sentiment qui m'a jamais quitté parce que c'est en grande partie aussi grâce à lui que j'ai pu réaliser ce rêve-là. Derrière, c'est juste des moments incroyables. On est dans un très bel hôtel sous un chapiteau et tout le monde finit et on boit une bière tous ensemble. Et non, je suis pas nostalgique parce que j'ai réalisé ce rêve et que ça s'est bien passé. Et au contraire, j'ai envie de le dire à tout le monde. Donc c'est vraiment une grande joie, ouais. T'es surpris par ce résultat, enfin au-delà de ça, la façon dont ça s'est passé ? Ouais, très surpris. Encore une fois, ça m'est pas arrivé souvent. C'est la course qui s'est le mieux passée de ma vie et en fait, il y a quelque chose d'assez formidable de se dire que dans quelque chose qui m'a tellement habité, c'est à cet endroit-là que ça s'est le mieux passé. Donc, qu'est-ce que vous avez bien fait particulièrement ? Qu'est-ce qui a fait que ça a été cette fois-là quasi idéal ? Je pense que c'est vraiment tout un tas de paramètres qui ont fait que. Et effectivement, Jean-Nicolas a pacé, a mis une allure hyper cohérente par rapport à nos niveaux. Et il a bien compris mes forces et mes faiblesses très tôt. Et il a vraiment géré ça, parce que c'était lui notre guide, on va pas se mentir. Il a vraiment géré ça très correctement. On a bien géré l'alimentation malgré tout, sauf ce petit écart. Les conditions n'étaient pas si mauvaises. Enfin, il y a eu tout un enchaînement de choses. Et puis, c'était la bonne journée. Il y a des fois où c'est le bon jour, et des fois où c'est pas le bon jour. Et là, en tout cas, mon corps a bien fonctionné ce jour-là. Est-ce que c'est une course que tu trouves, malgré tout, redoutablement difficile ? Ou en tout cas difficile ? C'est une course qui est extrêmement difficile et qui peut l'être encore plus si les conditions sont terribles. Il y a eu des éditions de Utö en pleine tempête. S'il fait froid, s'il pleut, s'il y a du vent, s'il y a du courant, s'il y a des vagues, ça devient quelque chose de monstrueux. Mais sinon, oui, c'est une course, ça demande énergétiquement, c'est très 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 demandant parce que c'est de l'eau froide, parce que on fait que rentrer, sortir de l'eau. Il y a des endroits où il faut désescalader un peu, il y a des endroits où on arrive à peine à sortir de l'eau à cause des vagues qui projettent sur le rivage. Donc il y a beaucoup de charge mentale, il y a du stress, c'est très sollicitant. Il faut être concentré tout le temps parce qu'on court beaucoup hors sentier. Tout ça fait que c'est une course très challengeante, mais qui fait que 70 km et qui se court en maximum en 14 heures. Donc en ça, c'est moins long que d'autres. Mais non, c'est très dur. Je pense que c'est très dur. Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi ? Honnêtement, la grande découverte, c'est que en fait, une course, elle peut bien se passer. C'est quasiment ça, la grande découverte. C'est que ça peut arriver, en fait, que ça se passe vraiment bien. Et c'est quelque chose que je sais mais ça se passe vraiment bien quand on a vraiment mis toutes les chances de son côté. Et quand on s'est préparé un peu correctement, quand on a un peu réfléchi à ce qu'on faisait. Et c'est pas pour autant que je le fais maintenant, mais en fait, c'est très satisfaisant d'avoir bien géré une course. Quand j'ai passé 10 ans à les gérer très mal, mais à les finir quand même. Voilà. S'il n'y en avait qu'une, l'image que tu retiendrais, c'était Utö ? C'est cette première natation avec ce lever de soleil où j'avais plus peur, en fait, où d'un seul coup, je me sentais bien et je me suis dit, je suis content d'être là. Voilà. Et c'est pas toujours, dans les débuts de course, souvent, je mets du temps à me mettre dedans, je mets du temps à vraiment apprécier ce qui se passe, voire des fois, j'apprécie pas totalement. Là, dès le début, je me suis dit, je suis content d'être là, je suis bien là où je suis. Et c'est exactement ça que j'ai envie de vivre aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'il y a des chances qu'un des prochains week-ends de septembre dans les années à venir, on te croise du côté de la Suède en combinaison ? Oh ben oui. T'as pas dit ton dernier mot ? Utö, oui, je pense que je referai un jour Utö si j'en ai l'opportunité ou si j'en suis capable de m'y qualifier, c'est sûr. Je vais faire d'autres swimruns de la série Utö déjà cette année. Je vais d'ailleurs retourner faire la World Series qui s'appelle Utö, qui en fait donc se déroule autour de l'île d'arrivée, qui est très 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 belle aussi. Je l'ai déjà faite, je vais retourner la faire. En tout cas, c'est sûr qu'on me recroisera là-bas d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup Flo d'avoir partagé avec nous ta course épique. On va parler un tout petit peu d'avenir. Tu as déjà un peu dessiné les contours de ce que pourrait être ton année 2024. On a compris qu'il y a une potentielle diag qui pourrait se dessiner. Est-ce qu'il y a des choses, quel projet t'enthousiasme tout particulièrement dans ton agenda que j'imagine assez chargé ?
C'est marrant, j'ai l'impression d'être un sportif de haut niveau à qui on demande son planning, alors que c'est pas du tout le cas. Ouais, effectivement, je vais faire un Alpha Ironman cet été. Je vais faire 2 swimruns de la série Otile normalement, donc un au printemps, un en novembre. Et dans les grandes choses dans les grandes courses que j'aimerais faire, j'aimerais bien effectivement finir cette diagonale des fous que je n'ai jamais terminée. Et ce sera peut-être, si tout va bien, fin octobre. On verra. Mais ouais, à mon tout petit niveau, évidemment. Flo, je te propose de conclure cet épisode par la traditionnelle question de fin, le motto de la fin, si tu avais une devise à partager avec nous. Je suis pas quelqu'un qui fonctionne vraiment en phrases toutes faites, mais il y en a une que j'aime bien parce qu'elle résume un peu l'absurdité de tout ça, c'est j'aime bien, on est peu de choses en fait. Je peux pas me détacher du fait que faire toutes ces courses et y passer tellement de temps, il y a un côté très très absurde, mais finalement je pense que c'est intéressant d'accepter tout ça. De toute façon tout est absurde si on prend un peu de recul, donc c'est bien de l'accepter, donc on est peu de choses, ça me va bien. Merci beaucoup Florian, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait plonger avec toi dans cette si belle discipline qu'est le swimrun, puis cette épreuve aussi fascinante que le Tilleux. Et bravo à toi et à vous avec Jean-Nicolas d'être allé au bout de ce rêve. Il y en aura plein d'autres, on le sait. Tu as une capacité à en dessiner et puis à les rendre accessibles qui est assez fascinante. Donc bravo à toi aussi pour ton engagement et ton côté passionné. On se ressemble pas mal là-dessus. C'est quelque chose que j'admire en tout cas. Donc je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, beaucoup de plaisir dans tout ce que la vie va t'offrir, que ce soit sur les sentiers, en pleine mer à 13 degrés ou derrière un clavier en train de rédiger des si jolis textes avec ta belle plume. Merci Guillaume et puis longue vie à Course Épique. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.